On va parler de l'entrepreneuriat au féminin. Et je crois que je l'ai dit un peu à toutes les intervenantes quand on a préparé l'échange, mais c'est vraiment une question que je me suis posée, qui m'a beaucoup travaillé quand on a décidé de faire cette thématique-là, où je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on a besoin encore de faire des sujets, entreprendre au féminin, enfin, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer une porte ouverte? C'est une question que je me suis posée. Et ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, les chiffres m'ont montré qu'on avait vraiment intérêt à aborder ces sujets-là et que la route était encore hyper longue. Et parce que la vérité est assez criante. Et pour illustrer ce propos-là, je vais partager un chiffre. On va parler de beaucoup de chiffres, hein, parce que je trouve que quand on parle de ces sujets-là, il faut mieux rester factuel. Il y a une récente étude de Sista et du BCG qui a été publiée. Et on rappelle en fait qu'aujourd'hui, c'est une étude 2022, donc qui est sortie récemment, moins d'un mois, si je ne dis pas de bêtises. Et on se rend compte que les femmes lèvent 4 fois moins que les hommes. Donc ça veut dire qu'une grande partie des fonds, on parle aujourd'hui quand même de licorne, et ça c'est très très bien, parce qu'on a énormément d'argent qui vont dans tous les sens, et ça c'est cool. Mais en tout cas, c'est intéressant de se rendre compte que dans cette grosse dynamique, et en tout cas dans ce flux financier, les femmes sont les grandes absentes. Sauf qu'il est important, on va pouvoir en discuter avec Clémence quand je regarde, et sans prendre trop d'avance sur la table ronde, mais c'est intéressant de se rappeler que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, et que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là depuis hier, mais hier on rappelait que les femmes étaient très absentes dans les formations du numérique, elles sont très absentes dans les postes à responsabilité, elles sont très absentes dans les postes de direction, elles sont très absentes quand il s'agit aussi de la levée de fonds. Donc je me dis, mais en fait, si on est en train de construire le monde de demain, qui sont un peu des échanges qu'on a eus depuis hier, où on réfléchit un peu collectivement pour pouvoir créer ce monde meilleur, c'est la table ronde qu'on avait juste avant, mais qu'en fait, les femmes sont toujours absentes. À mon niveau, j'ai l'impression que du coup, on n'est pas du tout en train de construire ce monde-là et qu'on n'a pas le droit. Je pense que c'est notre responsabilité à toutes. C'est marrant parce que sur la dernière conf, il y a très très peu d'hommes, alors que tout à l'heure c'était peut-être un peu équilibré. Qu'on a cette responsabilité, en tout cas, de prendre notre place. Je pense qu'on a ce truc, hein, d'aller chercher et de se former. Ça passe par différentes actions, mais en tout cas c'est important de se rappeler que voilà, on n'est pas juste un groupe de nanas où on fait une petite discussion du dimanche après-midi parce qu'on s'ennuie chez nous, on a tous plein de trucs à faire, mais de se rendre compte qu'on est quand même abordé de vrais sujets de société et qu'il y a de gros enjeux pour construire le monde de demain, pour savoir dans quelle société on a envie de vivre, construire des opportunités de carrière pour nous. C'est-à-dire qu'on a beau avoir les idées qu'on veut, sauf que si finalement on se rend compte qu'elles ne vont jamais passer du côté des investisseurs, ou alors que de toute façon elles ne seront pas entendues dans le monde de l'entreprise, ben pour moi il y a un vrai problème. Donc d'où l'importance d'avoir ce type d'échange aujourd'hui. Alors je suis très contente de pouvoir en discuter avec Amandine Lavaux-Zimberley, qui est présidente de Feminatech. Bonjour. Clémence Lejeune de Villefayot, et qui est aussi chez Leia Capital, qui nous dira tout à l'heure ce qu'elle fait. Violette Goldman, qui est cofondatrice de CAPSA et qui est étudiante chez 42. Et on a Amélie Parette, qui est chargée de programme chez Willa, qui est anciennement Paris Pionnière. Est-ce que peut-être très rapidement, je vais peut-être chacune vous laisser nous dire ce que vous faites. C'est peut-être bien de commencer par le début. Je regarde Amandine. Donc Amandine Lavaux-Zimberley, moi je suis donc présidente de Feminatech. C'est une association qui travaille sur la mixité dans les domaines techniques et numériques. Donc comme vous l'avez expliqué juste avant, on manque de filles aujourd'hui dans ces domaines, mais on manque aussi de garçons dans les métiers plus transverses. Et à la base, moi je suis fondatrice d'une entreprise d'informatique qui s'appelle Style PC, où on fait de la maintenance informatique, vente de matériel et de l'hébergement. Puis j'ai plein d'autres casquettes à côté, et je suis sur la partie numérique aussi présidente de Digital SMI France. Donc je représente les TPE PME numériques françaises au niveau européen. Très clair. Clémence? Bonjour, donc Clémence Lejeune. Moi, je suis fondatrice de Sacrée Femme, qui est une boîte dans le secteur de la Femtech, Female Technology. Et donc Sacrée Femme, c'est un réseau de cabinets médicaux physiques dédiés à la santé de la femme et une plateforme digitale pour les femmes pour être accompagnées au quotidien dans leur santé de façon coordonnée et globale, donc holistique. Donc ça, c'est mon entreprise Sacrée Femme. Et puis, en plus de ça, je suis fondatrice de Leia Capital, donc on aura l'occasion d'en reparler. Leia Capital, c'est un fonds de business angel, donc on est 14 femmes business angel à investir dans des projets fondés par des femmes ou cofondés par des femmes. Et c'est très récent, on a créé ce fonds au mois de janvier dernier. Violetta. Moi, du coup, je m'appelle Violette Goldman, je suis toujours étudiante à 42 ici. Et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle CAPSA, qui est aujourd'hui incubée à Station EF, à l'incubateur de 42.
donc qui s'occupe dans le domaine de la blockchain, donc c'est deep tech. On crée un investissement avec un rendement de 15% pour permettre aux gens d'investir dans les crypto-monnaies d'une manière stable et sécurisée. Très bien. Amélie ? Et enchantée, donc moi je suis Amélie, je suis chargée de programme chez Willa. Willa, on est une association qui accompagne l'entrepreneuriat féminin, donc on aide les femmes à lancer leur entreprise. On est plutôt early stage, donc on arrive très tôt dans le projet, on arrive même dès la phase d'idéation. Et l'idée c'est d'accompagner en fait et permettre aux femmes de se créer un réseau dans l'écosystème tech et pour qu'elles se sentent en confiance pour lancer leur entreprise et avoir les meilleures armes possibles pour la mener le plus loin possible. Okay. Je regarde toutes les deux, même si tout le monde pourra répondre. C'est intéressant parce que, Violetta, qu'on préparait l'échange, je me pose une question. Est-ce que entreprendre, c'est plus dur d'entreprendre quand on est une femme ? Et c'est marrant parce que quand on a... marrant, peut-être pas le bon terme du tout, mais quand on a préparé l'échange, en tout cas, tu me disais, je suis cofondatrice et j'ai un cofondateur. Et quand on arrive en rendez-vous, on ne peut pas expliquer. En tout cas, tout le monde s'adresse directement à mon cofondateur. Comment tu expliques ça et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Oui, c'est vrai que comme c'est le domaine de la blockchain, ça reste un peu tech, geek. C'est très souvent, on associe ça aux hommes et très souvent quand on va aux conférences ou on fait une soirée avec les autres entrepreneurs, les gens s'adressent à mon cofondateur parce que on fait un truc assez technique, donc les gens pensent que forcément, et peut-être elle connaît mieux le sujet. Mais très souvent, du coup, pour gérer ça, je prends le relais et au début, ça m'a vexé un tout petit peu et ça a même peut-être commencé à 42 parce que du coup, mon cofondateur, on a fait la même promo à 42 ici. Donc, on a la même formation. Donc, on est tech au même niveau. Donc, au début, ça me vexait un tout petit peu, mais aujourd'hui, je sais que dans les situations comme ça, il faut que je prenne le relais, je commence à parler, répondre aux questions. Et donc, aujourd'hui, ça ne me vexe plus et juste, j'essaie de montrer que non, les femmes connaissent aussi le sujet et je connais très bien le sujet. Je suis cofondatrice, on a les mêmes connaissances sur le sujet et je peux pleinement représenter l'entreprise que je fais. Ok. Amandine, quand on se parlait aussi, tu me disais, mais en fait, et je crois que je t'avais partagé un peu cette anecdote de Violetta, et tu disais, mais en fait, c'est assez épouvantable que ça arrive encore aujourd'hui en 2022, mais que ça fait maintenant plus de 10 ans que tu es dans cet écosystème-là, et c'est un peu les mêmes. Et on disait aussi que quand moi j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte, je vous partage ce chiffre-là qui m'a beaucoup marqué et qui est très marquant, c'est l'étude d'Accenture et de Girl Who Codes qui a sorti ce chiffre-là, c'est qu'on se rend compte que quand les femmes, même quand elles se lancent dans ce type de projet, et qu'elles vont, surtout si on parle par exemple de la tech, elles ne restent que 8 ans. C'est-à-dire que quand elles ont 35 ans, elles vont vers d'autres carrières, elles font autre chose parce que l'écosystème tech n'est pas inclusif, mais l'entrepreneuriat féminin non plus, enfin, l'entrepreneuriat sans mettre le mot féminin derrière, quand on va dans ce type d'écosystème, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui étaient là juste avant qui disaient, mais en fait, le vrai nerf de la guerre, c'est que on pourrait se dire, si je lance ma boîte, du coup, je vais échapper à ce truc-là, mais pas du tout, parce que quand elles veulent aller lever des fonds, non plus, en fait, c'est no way, quoi. Il y a personne. Donc, Amandine, je voulais savoir comment toi, en tout cas, tu as essayé, qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de passer au travers de ces obstacles-là. Alors, j'ai eu les mêmes problèmes au début. Moi, j'ai créé la boîte toute seule. Alors, une petite anecdote, c'est quand j'allais démarcher mes premiers clients, on me disait, mais vous êtes la commerciale, il y a le technicien qui va venir. Alors d'abord, je me suis aussi vexée, j'ai fait non, moi je suis technique, t'inquiète, je vais faire. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que je rentre des clients, hein. J'ai beau être buté, mais il faut fonctionner. Donc j'ai rusé, j'ai fait venir mon mari qui est technicien de métier et je disais, moi je suis la commerciale et lui le technicien. Donc j'ai décroché 1 client, 2 clients, 3 clients et après je me suis affirmée. J'ai dit, maintenant c'est moi la technique et je t'explique comment ça marche. Mais j'ai mis un peu de temps. Et puis quelques années plus tard, mon mari est devenu mon associé. Et bizarrement, le regard des gens a changé. Alors même si je suis toujours pour eux la superwoman de l'informatique et tout, mais j'ai un monsieur à côté de moi et ça les rassure. Et on en a joué. Et aujourd'hui, quand on va en rendez-vous, mon mari dit toujours non, mais c'est elle qui a fondé la boîte, vous avez juste oublié d'où on vient. Moi, je suis que là, pièce rapportée, et je suis que là pour faire genre, il y a un monsieur qui existe. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on s'appuie comme ça et on en joue comme ça que ça fonctionne. Mais on en rigole, mais nous, ça nous fait rire noir, parce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir ce genre de discours. C'est-à-dire que si on avait fait une entreprise dite féminine, parce qu'il y a toujours le dit masculin et dit féminin, même si pour moi, un métier n'a pas de sexe, on ne se poserait pas la question et on n'aurait pas ce discours. Quand vous allez dans un salon d'esthétique, si c'est un monsieur qui vous reçoit, vous ne le regardez pas en disant « où est la dame ?» À l'inverse. Donc c'est là où le bas blesse et où on ne devrait plus...
Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans 10 ans, on n'ait pas cette table ronde, ou alors la table ronde est inversée, c'est-à-dire l'entrepreneuriat au masculin, où est-il? Et là, ça serait, je pense qu'on aurait gagné le sujet. Ok, très clair. Et chez Willa, justement, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que c'est aussi un ressenti? Toi, tu vois beaucoup de femmes entrepreneurs, vous les accompagnez en tout cas. Est-ce que c'est un ressenti aussi qui remonte auprès de tes équipes? Ouais, complètement. Nous, notamment sur la phase d'émergence où on en est encore qu'à l'idée, où on ne sait pas trop si on va se lancer, on teste un peu sa fibre entrepreneuriale, c'est hyper important pour nous que les promotions soient non mixtes, parce qu'en fait, quand il y a des hommes parmi l'audience et donc la formation à l'entrepreneuriat, les femmes osent moins. En fait, on s'est rendu compte que de créer un espace non mixte 100% entre femmes, en fait, ça leur permet aussi de parler un petit peu de tous les blocages qu'elles peuvent avoir face à l'entrepreneuriat et de toutes les difficultés qu'elles se mettent parfois elles-mêmes inconsciemment. Et ça fait émerger en fait de vraies prises de conscience, etc. Notamment sur les blocages, les biais, toutes les idées reçues qu'on a sur les stéréotypes de l'entrepreneur, etc. Et du coup, c'est vraiment super important pour nous de créer ce genre d'espace où il n'y a que des femmes et où elles peuvent discuter entre elles de leur expérience et de leur vécu par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais. Ok, très clair. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup de programmes, en tout cas, qui viennent aider les femmes à lancer leurs projets, qui les accompagnent tant ce soit, par exemple, chez Willa en early stage, qui vont les permettre de passer de l'idée en tout cas, à la première brique. On a, par exemple, un projet comme chez Leia Capital, qui vont aider des fondatrices de start-up. Sauf que, quand on regarde encore un autre chiffre, toujours du baromètre de chez Willa, de chez Sista, pardon, on se rend compte qu'en fait, l'égalité... la parité femmes-hommes, en tout cas sur ces sujets-là, va arriver plutôt en 2055. Moi, le chiffre m'a terrifiée quand j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit, mais en fait, on est loin du but. Je te regarde, Clémence, qu'est-ce qui fait qu'on avance aussi lentement, en fait, alors qu'il y a une volonté, il y a des choses qui sont en train de se passer. On a eu plusieurs lois qui allaient dans ce sens-là. Et je pense que c'est vivre un peu loin de... C'est être éloigné un peu de tout, de ne pas dire qu'on a vu un programme. Il y a énormément de choses qui se passent, mais en tout cas, on avance toujours à pas de formé. Qu'est-ce qui explique ces petits pas? Déjà, je pense que c'est important de dire que le 2055, il vient d'une estimation avec la vitesse qu'on avait dans le passé et qu'on accélère. Donc, j'espère que l'année prochaine, on ne dira pas 2055, mais on dira 2035 et ensuite, voilà. Donc, je trouve que c'est super d'être vraiment sur un ton très optimiste et merci Fabiola pour donner ce ton-là. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Leia Capital, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que donc il y avait ce manque de financement des femmes entrepreneurs et qu'on s'est dit il faut se positionner sur toute la chaîne. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, il y a plein de programmes d'accompagnement. Quand on cherche sur Internet qu'on est une femme entrepreneur, il y a plein de trucs super. Et on peut devenir super strong en confiance en soi, présentation, pitch, être blindé de tout. Mais en fait, si à la fin, il n'y a pas de financeur, ça s'arrête. Le monde de l'investissement aujourd'hui est extrêmement masculin. Il y a 80% des investisseurs qui sont des hommes, 20% qui sont des femmes. C'est un chiffre qui s'est amélioré ces dernières années. Et quand on est une femme entrepreneur, qu'on arrive devant des investisseurs, et notamment par exemple dans le secteur de la femtech dans lequel je travaille, donc on parle de la santé de la femme, de contraception, etc., qu'on est devant 80% d'hommes, franchement, c'est hyper dur. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec Leia Capital, c'est féminiser le monde de l'investissement et on est convaincus qu'en féminisant le monde de l'investissement, on va vraiment pouvoir unlocker cette partie du financement et ça va vraiment permettre de changer les choses parce que les femmes entrepreneurs, il y en a plein. Et nous, quand on a voulu monter Leia Capital, c'était très amusant. On a échangé avec plein de business angels, plein de fonds VC, etc., parce qu'on est vraiment en phase d'amorçage aussi. Et ils nous ont dit, vous allez voir, vous n'allez pas recevoir beaucoup de dossiers. Le nerf de la guerre quand on investit, c'est le deal flow. Il faut avoir plein de deals. Si vous vous restreignez que à des boîtes fondées par des femmes, ça va être compliqué. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans notre idée, etc. Et puis on a continué. Et en fait, on croule sous les dossiers super quali. On va investir en 6 mois ce qu'on avait prévu d'investir en 1 an. Et on va devoir créer un deuxième véhicule. Et on en est ravis très prochainement. Parce qu'il y a plein de dossiers qualitatifs, il y a plein de femmes entrepreneurs qui cherchent des fonds, qui veulent avoir des femmes à leur capital pour se sentir aussi soutenues par des femmes. Donc moi, je pense vraiment que les choses bougent. Et ce qui est génial avec Leia Capital, c'est qu'on a aussi inspiré d'autres femmes à oser investir. Et ça, je pense que c'est le petit pas dont tu parles, Fabiola, pour répondre à ta question. C'est qu'en fait, quand on a créé Leia Capital, il y a plein de femmes entrepreneurs qui nous ont contactés pour qu'on investisse dans leur boîte, mais il y a aussi plein de femmes
qui nous ont contactés en disant ah là, je rêve de devenir business angel, j'aimerais trop investir, mais je ne sais pas trop comment faire. Tous les groupes que j'ai trouvés autour de moi, c'est que des hommes, je ne me sens pas hyper légitime, je n'ai pas envie de me retrouver dans un groupe d'investisseurs hommes, ça ne m'attire pas. Mais là, vous êtes là, et du coup, comment on fait pour le faire avec vous ou le faire aussi? Et donc, nous, avec les Capital, on est hyper contente de voir que ça va faire effet boule de neige, et on espère qu'il y aura plein d'autres fonds de femmes business angel qui vont se créer, et que du coup, on va féminiser comme ça. Ce sera un des moyens, en tout cas, de féminiser le paysage des investisseurs. Ok, exactement. On a vu que le financement était un vrai problème, mais on se rend compte aussi qu'il y a, pour moi, et ça j'en ai parlé un peu avec Amandine, on a un vrai sujet au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'on a envie qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent, mais même quand on regarde, on a souvent, c'est peut-être pas ce qu'on projette sur les femmes. Est-ce que du coup, on a identifié un problème de formation, mais pour moi, il y a aussi un problème de représentation. Et quels sont les leviers qu'on peut activer un peu pour tout ça? Parce que je pense qu'on sait toutes qu'il y a des femmes extraordinaires qui font des trucs, mais elles sont souvent des fois un peu plus timides. J'imagine que c'est le cas chez Willa aussi, qu'on va leur demander de prendre la parole. Elles vont se dire ah mais non, mais j'ai peur de prendre la lumière. Oui, mais attends, j'ai pas le temps pour ça. Et alors qu'en fait, finalement, il y a cette notion de représentation qui est extrêmement importante. Selon vous, comment on peut essayer? Est-ce qu'il faut on a un travail où c'est redondant, hein, il faut convaincre régulièrement, mais qu'est-ce qu'on peut activer d'autre pour leur s'autoriser un peu à y aller? Quand on est petite, on nous dit toujours sois sage, sois gentil. Reste à ta place, va pas devant, pas trop près de la scène, pas trop près dans la lumière. Enfin, il y a ce côté-là où c'est important. Et puis, on reproduit ce qu'on voit. Si on ne voit, enfin là on parlait des business angels et c'est ça, si on voit que des hommes, les femmes n'ont pas envie d'y aller parce qu'elles ont peur. Si on voit que des hommes à la tête d'entreprise, on se dit mais c'est pas pour moi parce qu'il y a que des garçons, ma place elle est pas là. Donc plus on en met, et il faut que les premières osent, et c'est toujours pareil, hein, c'est les pionnières, on y va. Après elles voient un peu des rôles modèles, et ces rôles modèles permettent de dire ah ben elles l'ont fait, moi je peux le faire. Et surtout d'aller vers les jeunes filles, les nouvelles générations, leur disant mais si on l'a fait, vous pouvez le faire. Enfin, tout le monde peut le faire. Il y a rien de particulier. Oser y aller. Donc c'est s'affirmer, oser y aller, les inciter à aller vers ces matières-là, leur expliquer qu'un métier ça n'a pas de sexe, hein, c'est pas fille, c'est pas garçon. C'est pas parce que la société elle dit qu'il faut à 30 ans avoir son premier gamin, à 35 avoir le deuxième, à 40 être à la retraite. Enfin de cette manière que c'est écrit comme ça. C'est comme nous on a envie de faire notre vie. Et si notre vie, elle a envie d'être projetée vers de l'entrepreneuriat, vers de l'IT, peu importe le domaine, on y va. Donc c'est leur dire qu'il n'y a pas de limite. Leur seule limite, c'est eux-mêmes. Et on se la pousse, de pousser cette limite, quoi. Okay. Chez Willa, par exemple, comment vous luttez contre justement cette autocensure? Je crois que quand on préparait l'échange, on disait que même quand elles vont des fois demander des fonds, quand elles vont avoir certaines opportunités, et c'est peut-être un sujet que vous voyez aussi chez Léa Capital, c'est qu'elles sont un peu très sages, les femmes. Elles ne demandent pas trop. Quand un homme se permettrait de demander, je ne sais pas, 30 millions, elles vont se dire je vais demander 15 millions quand même au début. Et comment vous allez les aider à lutter justement contre ce syndrome un peu de la bonne élève? Du coup, nous aussi, on croit vraiment beaucoup à la force des rôles modèles. Donc vraiment, l'idée, c'est de le plus possible les mettre en relation, leur faire rencontrer des profils qu'on pourrait qualifier d'atypiques, en tout cas qui ne sont pas le modèle type de l'entrepreneur. C'est vraiment super important pour nous de montrer qu'il y a plein de parcours différents, qu'on n'est pas obligé de passer par la grande école, le parcours type, les débuts dans une start-up pour ensuite fonder la sienne, etc. Et qu'on peut arriver et ne connaître absolument rien sur l'entrepreneuriat et se lancer quand même et que ça marche, qu'il faut croire en leur idée. Ça, c'est un premier point. Et après, pour tout ce qui est levée de fonds, oser demander autant qu'un homme, on les incite à faire des BP, ce qu'on appelle des BP réalistes, des BP beaucoup moins réalistes, se dire partir sur qu'est-ce que ce serait le truc le plus fou et comment y arriver. Et allez, on fait un BP sur une idée un peu folle, mais tant pis, comme ça, on a un BP hyper optimiste, un plus réaliste, et on alterne un petit peu entre les deux. On essaie de trouver un juste milieu entre les deux pour arriver à être ambitieuse et l'assumer aussi, mais en restant à l'aise avec ses chiffres aussi, quoi. Ok. Clémence? Ouais, donc le business plan, c'est vraiment un des biais de la levée de fonds qui est clairement prouvé. Et donc, c'est tout l'exercice du pitch. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, mais l'exercice du pitch, c'est l'exercice que l'entrepreneur fait devant les investisseurs, quelques minutes, convaincre, voilà. Et c'est un exercice où les femmes, globalement, sont moins à l'aise. Après, il y a évidemment des super exceptions et c'est génial. Et donc, pendant ce pitch, on présente les chiffres sur lesquels on a basé notre demande de levée de fonds. Et très souvent, c'est prouvé, les femmes sont moins ambitieuses. Elles vont montrer des chiffres plus baqués, voilà, ceinture, bretelles, etc.,
Parce que, encore une fois, la bonne élève, c'est comme ça qu'on a appris, qu'on a été élevé. Et donc, en fait, la femme apparaît moins ambitieuse aux yeux des investisseurs au moment du pitch. Et donc, l'investisseur se dit, moi, entre un homme méga ambitieux, qui en veut, qui attaque, qui dit qu'il va changer de monde, il va faire x10 en 2 ans et tout, moi, j'ai envie de parier sur un entrepreneur comme ça. Et la femme qui dit, alors, j'ai mis ceinture et bretelles pendant mon pitch, donc dans le PP, vous verrez le chiffre machin. C'est vrai que ça donne moins envie d'investir dans la boîte, c'est clair. Donc en fait, donc moi je connais bien la formation Willa parce qu'avec Sacrée Femme, j'ai été incubée chez Willa. Donc j'ai bénéficié de toute cette formation dont Amélie parle et c'est hyper important qu'on nous dise non mais en fait ton chiffre ceinture bretelle, ok. Donc ça c'est d'un côté le jour du pitch, tu sors le super chiffre parce que les hommes vont le sortir le super chiffre. Donc ça, nous, on le voit chez Léa, et c'est là où on a un vrai rôle à jouer, en disant, non, alors en fait, là, nous, on sait, on est des femmes, on sait que tu es une femme, on sait que tu as mis ceinture bretelle, donc en fait, tu peux nous présenter autre chose, et surtout aux investisseurs hommes, tu vas présenter autre chose. Donc on peut vraiment aider les femmes comme ça. Ok. Je vois Amandine qui acquiesce depuis tout à l'heure. Je me posais une question, et ça c'est une question que je pose souvent aux femmes entrepreneurs, c'est que est-ce qu'il y a un moment donné, on finit par se débarrasser un peu de tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une femme entrepreneur avec qui j'ai pas discuté qui me disait au début je n'étais pas à l'aise. Il m'a fallu du temps pour ajuster le discours, il m'a fallu du temps pour estimer que j'avais ma place et que j'avais pas à m'excuser d'être là, et il m'a fallu du temps pour faire abstraction aux phrases un peu débiles, puisque ce sont vraiment des phrases débiles, soyons d'accord, que j'entendais régulièrement. Est-ce qu'il y a un moment donné où on devient OK avec ça, où on passe son temps à faire un peu du fake it until you make it, une phrase qu'on retrouve un peu partout? Mais Amandine, je te regarde et je pose un peu la question à tout le monde. Moi, ça m'arrive encore, de temps en temps, si j'ai un doute, même si je sais que c'est là, il faut que j'y aille. Enfin, voilà. Il y a le côté, sois sage, non mais je vais peut-être pas y aller, attends, je suis pas sûre. Voilà, donc il me faut le petit coup de pied, il me faut la bonne personne qui va me pousser. Alors j'ai l'avantage d'être bien entourée, donc en général j'ai la bonne personne qui me dit non mais c'est bon, tu vas pas arrête de te poser la question, on sait que tu peux le faire, tu es capable, go, allez, on a fini la discussion. Mais voilà, je l'ai beaucoup moins qu'avant. Il y a 10 ans, alors là c'était à chaque questionnement, je me posais la question et c'était problématique. Il y a le temps qui fait, on s'affirme. Je pense le problème est quand un homme s'affirme, il ne se pose pas la question. En tout cas, moi, c'est un type perso, je me pose encore la question en me disant est-ce que je ne vais pas paraître trop à vouloir, trop faire, trop être là, trop. Et donc, c'est là où j'ai toujours le curseur à placer entre je suis légitime et c'est trop. Et des fois, on a du mal. Violetta? Oui, du coup, moi, je suis un peu dans la phase de passage, je pense, parce que du coup, oui, exactement, parce que quand j'ai commencé, en fait, notre premier passage à la télé, c'est mon cofondateur qui l'a fait, parce qu'en fait, chaque fois, et pareil pour premier passage à la radio, parce que on a parlé, on a décidé que, ok, la première fois, moi, j'étais pas très confiante de le faire, c'est mieux que c'est lui qui fasse, parce que bon, peut-être, comme tu dis, que les gens, peut-être quand on parle de tech, de finance, les gens veulent voir un homme, veulent entendre un homme. C'est ce que je me disais. Aujourd'hui, comme tu as bien dit, il faut être bien entouré. Grâce à mon cofondateur, aujourd'hui, il me pousse de participer, de pitcher. De temps en temps, je me dis, OK, peut-être on va pitcher à 2. Et non, il me dit, maintenant, c'est moi qui pitch aux investisseurs et quand on présente juste notre start-up aux autres entrepreneurs. Donc, je pense qu'être bien entouré, c'est important. Mais aussi, de temps en temps, juste de se dire que même si on présente peut-être moins bien que notre cofondateur qui est un homme, c'est pas grave, ça change rien. Et une fois qu'on commence à faire, je pense que ça s'accélère et on fait chaque fois de mieux en mieux. Ok, très clair. Clémence? Oui, moi, je pense qu'il y a eu un déclic pour moi qui a été vraiment de me rendre compte que j'allais avoir un impact hyper positif auprès des consommateurs, si on peut dire, de ma boîte. Et donc là, en l'occurrence, les femmes patientes de Sacrée Femme, que l'impact allait être tellement positif qu'en fait, j'avais pas le droit de pas avoir confiance en moi, j'avais pas le droit d'y aller à moitié, j'avais pas le droit du ceinture bretelle. Parce que la santé de la femme, il y a quand même énormément de choses à réinventer, énormément de choses à modifier, que moi j'avais les moyens et que j'avais les bonnes idées. Hein. Je me suis dit, en fait, Clémence, tu as trouvé les bonnes idées pour réinventer ça. Et donc, tu n'as pas le droit, en fait, il faut y aller. Et ça a été vraiment le moment où, quand j'ai mes consommateurs, donc les femmes m'ont dit, non mais Clémence, c'est génial ton idée, c'est génial ce que tu vas faire, on en a besoin. Là, ça m'a confortée et là, ça a été le moment où je me suis dit, ok, go. Ok, super. Je me pose la question. Je me dis, en fait, on a beaucoup parlé du travail que les femmes devaient faire sur elles, en tout cas, pour aller
prendre leur place dans cet écosystème-là. Mais je me dis qu'on pourra peut-être poser la question de manière inverser un peu la question. Est-ce que finalement, il y a un terreau fertile pour les femmes aujourd'hui? C'est-à-dire que finalement, quand on monte sa boîte et que des fois, on doit prendre un congé maternité, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui est mis en place. Alors, on a quand même des lois intéressantes qui sont en train d'arriver, en se disant qu'on va avoir beaucoup plus de femmes dans les comités de direction au sein des startups. Enfin, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas encore loin du but? Est-ce que le terreau est vraiment fertile? Pour moi. Ouais. Yes, oui, ça avance et heureusement, on a plein de nouvelles mesures qui vont permettre aussi aux femmes de se sentir plus à leur place et aussi plus en capacité d'entreprendre, notamment l'allongement aussi du congé paternité, ce genre de choses, c'est hyper important et ça va plutôt dans le bon sens. Après, il y a encore beaucoup à faire et les femmes n'ont pas conscience aussi que l'entrepreneuriat peut être hyper... arrangeant aussi parce que elles deviennent leur propre boss entre guillemets et en fait il y a une forte pression sociale sur les femmes pour gérer vie privée, vie pro qui est pas toujours facile en fait dans les grands groupes parce qu'on attend beaucoup de nous pour monter en carrière il faut se donner à fond, faire des horaires incroyables et en même temps gérer sa vie de famille. En fait quand on est entrepreneur certes on n'a plus beaucoup de temps libre, de congés, etc. Mais on organise aussi plus facilement son temps. Et on a, nous, beaucoup de retours d'entrepreneurs qui nous disent en fait, maintenant, je gère beaucoup mieux ma vie pro, ma vie perso, depuis que je suis à mon compte, parce que... certes, je travaille énormément, mais je travaille aussi à mon rythme. Quand mon enfant est malade, tant pis, je reste chez moi, je travaille de chez moi, je fais les deux. Et en fait... il y a plein de préconçus comme ça sur la conciliation vie pro, vie perso qui ne sont pas si compliqués que ça au final en tant qu'entrepreneur. Ok, merci. Violetta, est-ce que tu te sens dans un terreau fertile aujourd'hui? J'ai un peu du mal à répondre à la question. Est-ce que tu peux reformuler un peu? Oui, pas de problème. Je disais qu'en fait, on a beaucoup parlé des difficultés qu'il y avait. On a beaucoup parlé du fait que les femmes devaient prendre leur place dans cet écosystème-là. Mais je proposais de regarder ça avec un regard un peu différent et de se poser la question en se disant, est-ce que finalement, l'espace qui est dédié aujourd'hui est vraiment propice aux femmes? J'ai mon avis, mais ce n'est pas mon avis qui compte. Donc, je trouve que c'est intéressant de le poser, de poser aux acteurs de terrain, les gens qui, justement, baignent dans cet écosystème-là régulièrement. Est-ce que tu te sens dans une safe place, si on peut le dire comme ça? De mon côté, oui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs pour les femmes, pour entreprendre, pour faire la tech, tout ce qui est 42. Même, par exemple, 42 aujourd'hui, dont cette opportunité d'entreprendre, d'être incubé à Station F. Déjà, dans mon cas, ça m'a aidé énormément. Et même quand il s'agit de la confiance en moi... on a commencé notre projet ici, juste plus haut sur l'étage, sur les ordinateurs, on codait tout le temps. Et quand on est passé à Station F, forcément, tout ce qui est l'écosystème, ça m'a aidé énormément parce que je me suis dit que, OK, maintenant je suis légitime, je suis parmi les autres entrepreneurs qui font vraiment les choses. Je suis pas qu'une étudiante. Et pareil, je pense qu'aujourd'hui... forcément, il y a encore beaucoup de croissance qui va arriver en termes de... tous les incubateurs dédiés aux femmes uniquement, par exemple, je crois qu'il est le cas maintenant à Station F, qui a maintenant du coup un programme qui est uniquement pour les femmes. Women Fighters, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc je pense que ça arrive. Même aujourd'hui, par contre... On peut citer Willa qui est avec nous aujourd'hui. Exactement. Mais même, moi je suis incubée à incubateur 42. Il n'y a pas beaucoup de femmes, je crois qu'on est plus qu'une dizaine de startups. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais il y a moins de 5 femmes, c'est sûr, qui sont cofondatrices. Peut-être il n'y en a que 3. Donc c'est vraiment un chiffre qui est très petit aujourd'hui. Mais même, je ne me sens pas en minorité et je me sens bien parce que je pense que tout le monde fait en sorte que tout le monde puisse réussir, peu importe le sexe. Ok. C'est un ressenti que tu as aussi, Amandine? Alors, c'est clair que le terreau est nettement mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ça, et c'est plus que bien. Après, je pense aussi, c'est comment on le vit. Moi, je suis maman de 4 enfants. Quand j'ai monté ma boîte, mon aîné avait 6 mois. Les 3 suivants, je les ai faits en étant chef d'entreprise. Donc oui, même si le congé mat, il est mieux, le congé paternité est mieux quand on est chef d'entreprise, moi, honnêtement, les 3 gamins, j'ai perdu les os au bureau, je suis partie à la maternité, j'ai accouché, le lendemain de sortie de maternité, j'étais au bureau.
Et la sage-femme, pour le deuxième, m'a retiré le téléphone de la salle d'accouchement en m'expliquant que j'étais en train d'accoucher et qu'il ne fallait plus que je décroche à mes clients. Elle m'a dit, maintenant, on va s'arrêter, madame. On accouche, après vous rappelez. Réellement, hein, elle s'est un peu énervée avec moi. Mais... hormis ça, à un moment donné, pendant longtemps, les premières années, j'ai caché le fait que j'étais maman. Enfin, caché. C'est-à-dire que je n'exposais pas le fait que j'étais maman à mes clients en me disant c'est une faiblesse. Parce que si mes clients se disent je suis maman, ils vont se dire le jour où le gamin est malade, je suis pas là. Le jour où il y a un problème d'école, je suis pas là. Les vacances scolaires, je suis pas là. Enfin, tous les cas où... Voilà. Puis à un moment donné, j'ai des gamins, quand vous commencez à en avoir 1, 2, 3, 4, si vous êtes enceinte, ils finissent par le remarquer, hein, une grossesse durant. Moi, j'ai un client qui m'a dit à un moment donné, je t'ai toujours vu enceinte ou en train d'allaiter. Hein, c'est pas 4 gamins. Et donc, j'ai fini par dire, oui, j'ai 4 enfants. Et du moment où je l'ai dit, en me disant, les gens, déjà, quand vous en avez 4, ils vous regardent un peu bizarrement. Et derrière, c'est parti comme un soulagement. Et maintenant, je n'ai plus peur de dire, oui, je n'arriverai chez vous qu'à 8h30 parce que je dépose mes enfants à 8h et que je ne peux pas être à 8h chez vous. Et ça pose plus de soucis. C'est-à-dire que j'ai complètement libéré ça. Comme je leur dis, les réunions le vendredi soir de 18h à 20h, non. J'ai mes enfants. Vous pouvez les mettre de midi à 14 parce qu'ils sont à la cantine, de 9h à 10h, tout va bien, mais pas de 18h à 20h. Et le fait de le dire, et à un moment donné aussi de s'affirmer un peu en disant, mais en réalité, toi en face, t'es un homme mais t'es papa, mais t'as peut-être le même problème, sauf que tu fais genre, tu l'as pas parce que madame s'en occupe, mais si tu rentrais et tu voyais ton gamin, tu serais tout aussi heureux. Et on finit par, en réalité, en s'affirmant là-dessus, on soulage sa parole, et en face, on se rend compte que la personne en face est aussi soulagée. Elle se dit, moi, ça fait des années que je me refile la réunion à 18h à 20h, or, elle me va pas du tout, mais j'osais pas le dire. Et maintenant, je peux le dire. Et on a une vraie prise de conscience. Et je trouve qu'avec la crise qu'on a vécue et qu'on vit encore Covid, avec le télétravail qui a augmenté et la façon dont les gens ont de vivre qui est différente, ça s'est encore plus accéléré. Et aujourd'hui, tous les trucs qu'il y avait avant en after work à 18h, en tout cas sur ma zone géographique, n'existent plus et a tout été repoussé sur des créneaux de petit-déj ou de déjeuner. Parce que les gens veulent rentrer et profiter de leur famille. Veulent vivre autrement. Et on ose le dire. Et le fait d'oser le dire, ça a déclenché et ça a mis les choses vraiment... Enfin, ça pose plus de soucis. C'est-à-dire que quand je dis je pars à 16h chercher mon gamin et je refinirai mon télétravail plus tard, ça choque plus personne. Alors qu'avant, je m'interdisais de le dire parce que, grande dame, je pars à 16h. Le monde va s'arrêter de tourner, c'est fini. Enfin, non, mais c'est ça. En réalité, on se met vraiment toute seule des barrières. Une fois qu'on en a parlé, on se rend compte que les gens en face, ils sont tout comme nous, hein. Hommes ou femmes, et ils ont les mêmes problématiques et le même besoin. Hein. Ok, très clair. Clémence, est-ce que justement on continue sur ce terreau fertile? J'aimerais bien vraiment avoir le ressenti de chacune. Est-ce que toi aujourd'hui tu as l'impression qu'on est en tout cas il fait bon d'être une femme entrepreneur? Alors il fait bon. Bon, je vais peut-être un petit peu modérer ça, même si j'ai très envie d'être très optimiste. Je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et moi, la chose qui m'a énormément aidée en tant que femme entrepreneur, ça a été la création à Station F du programme Femtech, donc dédié aux entreprises de la female technology, donc la technologie dédiée à la santé de la femme. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, qui est donc 100% féminin, on est d'accord, je me suis retrouvée avec la partie immobilière, puisque chez Sacré Femme, on crée des centres physiques, des cabinets médicaux physiques. Dans l'immobilier, c'est principalement des hommes. Je me suis retrouvée avec des gynécologues. Les gynécologues, en France, c'est principalement des hommes. Je me suis retrouvée avec des financeurs, principalement des hommes. Et alors là, je me suis dit, bon, ça va être très sympa. Aventure entrepreneuriale géniale, je veux révolutionner la santé de la femme. Et en fait, j'ai que des hommes face à moi et à mes côtés. Donc j'ai eu des petits moments de découragement. Et puis à Station F, vraiment, voilà, une décision de Station F quand même très très forte, de dire bon on a 3 programmes en propre, le programme Founder qui est généraliste, le programme Fighter qui est généraliste, et puis on va créer un programme Femtech. Donc là vraiment ça a été le truc, waouh. Et donc il y a vraiment des choses comme ça où c'est pas le hasard, hein. C'est que l'écosystème est vraiment en train d'évoluer. Voilà, c'est dingue. Ils ont créé un programme Femtech parce que toutes ces sociétés qui se montent dans des secteurs comme la santé de la femme, franchement, si on n'est pas en sororité d'entrepreneurs, on ne s'entraide pas sur tous les sujets, c'est hyper dur. Et là, on est 14 startups incubées à Station F. Il y a un gros focus sur nos sujets pour que justement ça puisse se faire, quoi. Il faut que la santé de la femme en France change. Et on est hyper en retard en Europe par rapport aux États-Unis. Voilà, Station F a créé son programme. Donc franchement, voilà, il y a quand même des choses qui sont très très, qui sont vraiment en train de changer. Mais bon vivre, honnêtement, c'est encore plus dur. Et le financement nous le dit. Donc, Ok.
Ok, très clair. En tout cas, est-ce que aussi, je trouve que tu me permets de faire une bonne transition et peut-être que Amélie ou l'une d'entre vous pourra nous répondre, c'est j'aimerais bien qu'on positionne peut-être la France par rapport aux autres pays. On a souvent tendance à regarder du côté des pays du Nord en se disant que tout va bien, mais je pense qu'il y a une avancée en France, tout n'est pas parfait, mais selon vous, on se positionne comment? Et est-ce que si vous avez peut-être un exemple de pays où vous trouvez qu'en tout cas, ils ont des modèles qui pourraient nous aider, nous en France en tout cas? Moi, je pense qu'on est encore un petit peu en retard sur tout ce qui est réseau. En fait, nous, chez Willa, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Se mettre en réseau, créer des réseaux de femmes qui s'entraident, qui échangent leurs expériences, qui partagent leur réseau personnel et également tout ce qu'elles ont vécu par rapport à leur vie entrepreneuriale. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut encore axer davantage en France parce que aux États-Unis, en Angleterre, ils fonctionnent énormément sur ces réseaux. Ils sont extrêmement dynamiques. Ils ont des tissages très très larges, etc. Nous, on ne fonctionne pas comme ça en France et on a tendance à être plus restreint sur ce côté-là, notamment les femmes qui n'osent pas forcément faire appel à leur réseau, notamment pour la Love Money par exemple. Il y a beaucoup plus de freins à ce niveau-là et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler encore. Ouais. Ok, très clair. Vas-y. Je viens de Russie, donc je suis d'origine russe, donc j'aimerais ici soutenir la France pour dire que, en fait, par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, c'est déjà un énorme progrès. Donc, ici en Russie, les femmes, bien sûr, elles font entrepreneuriat, mais c'est plutôt, c'est dédié uniquement dans les domaines qu'on peut imaginer où les femmes peuvent travailler. C'est tout ce qui est mode, soit design, c'est tout. Vraiment, autre chose, tech, non, c'est pas possible, les femmes, mais tech, non, ça marche pas en Russie. Donc, ici, je veux vraiment dire que, sans doute, en France, peut-être il y a une différence, par exemple, avec les États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, les gens savent mieux se vanter. Surtout, c'est peut-être aussi quand on parle d'entrepreneuriat et les femmes. Comme on a dit, les femmes peut-être ont une tendance d'être humbles, de ne pas trop se présenter pour ne pas paraître trop présente, trop parler de soi-même. En fait, aux États-Unis, par exemple, je pense que c'est un bon exemple où les gens n'ont pas peur de se vanter trop, de parler trop de soi, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. Dans l'entrepreneuriat, comme on a déjà dit, il faut de temps en temps fake it till you make it. Et je pense que c'est un truc qu'on pourrait apprendre de nos amis américains. Mais par contre, je veux dire qu'en France, quand même, je pense que c'est déjà un très bon progrès, tout ce qui se passe aujourd'hui, et même les événements comme aujourd'hui. Je pense que c'est un très bon progrès et c'est très bien, déjà. Clémence ? Alors, c'est vrai que moi, je suis toujours dans ce domaine de la santé de la femme, donc j'en parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu vraiment, ils ont été très très en avance sur nous dans ce secteur-là. Autant sur les fondatrices qui ont réussi à créer des entreprises dans le domaine de la santé de la femme, de la femtech, bien avant nous, et sur le plan du financement. Et donc, il y a plus de femmes business angels, plus de femmes investisseuses. Je n'ai pas les chiffres en comparaison avec la France, mais il y en a plus. Et donc, les sociétés de la femtech ont réussi à émerger plus tôt, plus grand, plus grosses. En Europe, on a très très peu de femmes business angels. C'est général, c'est comparable à la France. Et voilà, il faut être clair. L'investisseur, il va investir sur des chiffres, mais il va aussi investir avec ses émotions, sa motivation, son fit avec l'entrepreneur, etc. Donc, je le redis, mais si on a moins de femmes investisseuses, on va avoir moins de femmes financées, ça va avec. Et on va aussi avoir un monde de demain qui va être, du coup, construit avec des lunettes d'homme. C'est-à-dire que si on veut construire un monde de demain inclusif, il faut que l'investissement, qui est, et tu l'as dit au début de cette conférence, hyper important pour l'entrepreneuriat, soit inclusif et soit avec un regard équilibré entre les hommes et les femmes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail hyper important à faire en Europe en général et en particulier en France sur la féminisation du monde de l'investissement, ce qui permettra à des secteurs comme la santé de la femme, mais il y en a d'autres, l'EdTech, l'éducation, la technologie au service de l'éducation, c'est un secteur qui est principalement, où il y a principalement des femmes fondatrices, parce que c'est un secteur qui intéresse beaucoup les femmes, et donc il y a des difficultés de financement aussi. Donc là, on a vraiment besoin en Europe d'aller plus vite. D'accord, très clair. Amandine ?
Alors oui, c'est clair. Enfin, de toute façon, l'entrepreneuriat aux États-Unis est mieux vécu qu'en France, puisque il a un regard totalement différent. En France, quand vous montez votre boîte, il faut y aller à 120%, il faut être sûr de tout, il faut avoir mis ceinture, bretelle et même encore pire, parce que si vous vous plantez, vous avez le droit qu'à une chance, parce que vous êtes planté, vous êtes planté, vous n'êtes plus rien. Aux États-Unis, vous vous êtes planté, ils ont fait, t'as fait une connerie, t'as appris de tes erreurs, tu peux recommencer. Donc, je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là, et ça, c'est homme ou femme, peu importe comment on est. Donc, l'entrepreneuriat, forcément, est vécu différemment. Donc, d'autant plus quand on est une femme, c'est double peine. Enfin, je dirais, on prend un peu plus. Moi j'ai trouvé comme une évolution, je tiens une note positive. Moi, pour l'avoir vécu sur les 13 dernières années, une vraie évolution. Il y a 13 ans, quand je suis allée voir ma première banque pour lui dire que j'ouvrais ma boîte, il m'a déjà regardé avec des gros yeux parce que j'avais 25 ans. Il s'est demandé c'est quoi une gamine de 25 ans qui vient ouvrir sa boîte toute seule et qui... Voilà. Et après, quand je lui ai dit, là, on avait le droit à des fonds d'aide aux femmes et tout, il a fini par me dire, mais c'est quoi ton MLF, le mouvement des femmes, là, c'est quoi? Non, mais je comprends pas ton truc. Pour lui, j'étais un ovni, je montais une boîte dans du technique, il comprenait rien. Aujourd'hui, quand je discute avec mon banquier, il se pose aucune question. Alors, je veux bien, j'ai 13 ans derrière moi, mais il a un regard différent. Je trouve qu'on a un regard plus bienveillant, ça s'améliore. On a encore de la marge de progression, je vous l'accorde, mais il y a un regard plus bienveillant. Je voulais rebondir sur les réseaux, et je pense que c'est là où on a une vraie force à jouer, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de réseaux d'entreprises et les femmes n'osent pas y aller. Alors, c'est bien de faire des réseaux entre femmes, ça nous permet de pouvoir communiquer, nous débloquer et avancer, mais c'est aussi important que les femmes aillent dans les réseaux d'hommes, parce que c'est là aussi où il y a de la force de pouvoir, c'est là où il y a de la force de décision, et c'est là où on va pouvoir prendre mesure et avancer. Et le fait d'intégrer ces réseaux, ça déclenche pas mal de choses, ça permet d'avancer plus rapidement sur son entreprise, ça permet des fois de rencontrer les bonnes personnes, les bonnes clés qui permettent d'avancer, ça permet de se dire qu'on est au bon endroit. Et c'est cet échange-là. Et souvent, on se rend compte que dans ces réseaux, on arrive à avoir des parrains ou des marraines, suivant, qui vont nous épauler, qui vont nous aider à avancer vraiment dans notre carrière, parce qu'eux ont déjà fait carrière, parce qu'eux ont déjà de l'expérience, et ils nous présentent aux bonnes personnes qui nous permettent toujours d'avancer sur notre parcours. Et ça, c'est important. Donc, il y a encore de quoi faire. On a de la marge de progression, mais pour moi, on est sur vraiment une bonne pente. Ok, très clair. C'est agréable en tout cas d'entendre ce discours-là. J'ai 2 dernières questions et je regarde le temps parce que je sais que je crois Amandine a un train à 15h30, donc je vais essayer d'y aller rapidement. Si vous deviez rejouer les cartes et que vous avez la possibilité de faire des choses différemment, qu'est-ce que vous auriez fait, tu aurais fait autrement? Oula. Question plus dure. Je me serais entourée plus tôt. Parce que, moi, j'ai un petit ego perso assez élevé sur certaines choses. Et quand j'ai démarré ma boîte, j'ai dit, moi, toute seule, je peux tout faire. Je m'en sortirai, mais toute seule, parce que j'irai toute seule. Et j'ai décidé toute seule. Et après, non. Je me suis rendu compte que, alors moi, c'est pas Willa, mais c'est un organisme un peu équivalent sur notre région qui m'a épaulé pour la mise en place de la boîte. Après, c'est les réseaux. Moi, j'ai fait énormément de réseaux dès le début de la construction de la boîte, que ce soit réseau femmes ou des réseaux hommes. Enfin, c'est là-dessus, et je me suis vraiment appuyée après sur les collaborateurs et sur mon mari. Vraiment, c'est là-dessus. Et j'aurais dû aller leur demander plus tôt, parce que j'ai perdu du temps à me démener toute seule sur des sujets où s'ils avaient été là et bien entourés, ça aurait mieux marché. Donc voilà. S'encadrer plus tôt. S'encadrer dès le départ et pas se dire non mais moi je peux faire toute seule, t'inquiète. Ok. Et Clémence, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais, c'est une bonne question. Alors moi, il y a un truc que j'ai compris hyper tard. J'ai 36 ans, mais voilà, il y a encore temps de comprendre évidemment plein d'autres trucs et j'en comprendrai dans les prochaines années. Mais c'est ce truc de l'échec là, où donc on entend partout sur il n'y a pas d'échec. Franchement, moi j'y croyais pas du tout. Ce truc, c'est il n'y a pas d'échec. Bah si, en fait, on prend une mauvaise décision, on se plante, c'est l'échec. Enfin, je veux dire, voilà. Et partout dans les trucs d'entrepreneurs, les articles, on entend tous ces entrepreneurs qui disent mais non, mais l'échec n'est pas un échec. Et alors moi je suis là, c'est du pipeau. Ils essayent de nous entourlouper pour nous aider à nous lancer, c'est n'importe quoi. Et en fait, en faisant et en regardant derrière, j'ai compris le truc. Alors, j'espère que je vais réussir à vous expliquer ce que j'ai compris, mais ce que j'aurais bien aimé le comprendre avant, c'est qu'en fait, moi, je crois beaucoup au cheminement, et je crois beaucoup que je suis là aujourd'hui, et Sacrée Femme, et la Femtech, et Léa Capital, tout ça, c'est des rencontres, c'est des mauvaises décisions, c'est avoir pris mon temps, quelquefois, c'est avoir été un truc de réseau qui m'a en fait servi à rien, mais en fait, 2 ans après, si j'avais pas perdu mon après-midi où je pensais faire mon business plan, et j'y étais allée quand même, parce qu'en fait, cette personne se souvient de moi et me rappelle.
Donc voilà, donc c'est des petites choses comme ça où de temps en temps je regarde ma semaine et je me dis non mais n'importe quoi ton organisation cette semaine, Clémence, t'as pas priorisé les bonnes choses. C'est l'exemple du truc où on passe son après-midi, voilà. En fait, si c'était pas un échec, c'était pas une mauvaise décision, et si ce truc a pas marché, ça m'a appris quelque chose, peut-être pas tout de suite, mais en fait ça m'apprend des choses. Et donc moi j'ai énormément cheminé. J'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait de la finance, j'ai fait du e-commerce, j'étais en Asie, j'ai eu 3 enfants. Enfin voilà, tous ces trucs-là où on va pas se dire échec. En fait, ça veut rien dire échec. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de super important. Et donc, il n'y a pas de choses aujourd'hui où je me dis, bah non, j'aurais dû pas faire ce truc. Enfin, on peut pas, en fait, c'est notre vie. C'est la décision qu'on a prise à un instant T. C'est la meilleure décision qu'on a pu prendre avec les informations qu'on avait et l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là. C'est tout. On a forcément pris la meilleure décision possible. Très clair. Violetta ? Du coup, je te rejoins. Je pense que j'ai commencé du coup l'entrepreneuriat il n'y a pas si longtemps, il y a plus ou moins 1 an. Et du coup, je pense que les décisions que j'ai prises étaient les meilleures. Mais je veux dire aussi que pour moi, j'avais peur de perdre ma stabilité parce que du coup, j'ai travaillé, je crois que Oui, tu veux peut-être échanger avec quelqu'un, je suis désolée. Du coup, j'avais peur de perdre ma stabilité. Du coup, je travaillais en même temps. Mais en fait, mon cofondateur était à temps plein sur le projet. Et je pense que j'aurais pu commencer à travailler sur le projet à temps plein plus tôt pour aller plus loin, aller plus rapidement. Parce que c'est quelque chose qui nous a fait freiner. Parce que travailler le soir, travailler le week-end sur la boîte, c'est pas l'optimal. Parce que du coup, toutes les rencontres, au final, c'est mon cofondateur qui les faisait au début. Je pense que j'aurais aimé ne pas avoir peur de perdre cette stabilité. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir être à temps plein sur mon entreprise. Donc je pense que surtout quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur de perdre stabilité et de faire quelque chose de plus risqué. Ok, très clair. Amélie, moi je te pose la question, j'imagine qu'avec tous les échanges qu'on a pu avoir, et je regarde le temps pour Amandine et je l'ai bien en tête, avec tout ce qu'on a pu dire, donc je pense qu'on a, en tout cas j'espère qu'on a donné envie à certaines femmes qui se disaient ouais ça va être compliqué, non mais attends j'ai des enfants, on a des gens qui ont des enfants, on a des gens qui sont très très jeunes, donc en fait il n'y a pas de bon moment pour entreprendre. Quel conseil tu peux donner à celles qui sont là aujourd'hui et qui sont peut-être encore un peu hésitantes? Tu sais, l'idée elle est là, tu l'as dans ta tête. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui ont une idée, ils en parlent à quelques copines qui en ont marre d'entendre ce truc-là et qui se disent en fait il faut passer la seconde. Quel conseil que tu donnes à ces femmes-là aujourd'hui? Je dirais osez vous lancer et osez en parler surtout. Essayez de pitcher votre idée à toutes les personnes que vous rencontrez parce que certes vous allez saouler vos potes peut-être, mais à côté de ça il y a peut-être des gens qui seront intéressés. Et en fait, pour aussi se dire mon idée c'est la bonne, il faut que j'y aille, faut la confronter en fait à des gens, à son marché, et tout simplement comprendre que oui, en fait, il y a des gens que ça intéresse. Effectivement, je dis pas ça dans le vide, ça résonne. Il y a des gens qui sont intéressés, qui m'écoutent, et en fait, ça crée aussi une certaine légitimité parce qu'on se dit ok, les gens m'écoutent, ok, les gens sont intéressés, donc c'est qu'il y a quelque chose à faire et ça vaut peut-être le coup que je me lance, que je prenne des risques, et ça aide aussi à oser tout simplement. Se jeter à l'eau entre guillemets, et on sait que les femmes se jettent plus à l'eau quand c'est pour les autres que quand c'est pour elles. Typiquement par exemple négocier son salaire, on sait que quand on va négocier en se disant je négocie pour toutes les femmes de l'entreprise et pas seulement pour moi, les femmes osent plus et sont bien meilleures négociatrices que quand elles se disent en fait c'est juste parce que j'ai envie d'être augmentée moi personnellement, même si c'est dommage qu'on raisonne comme ça, mais il faut aussi savoir comment on fonctionne. Et du coup, osez en parler, pitcher le plus possible et confronter votre idée. Et ça vous donnera sûrement beaucoup d'assurance pour vous lancer. Très bien. Est-ce que l'une de vous trois veut peut-être partager un conseil? J'aimerais juste rajouter un petit truc, c'est que du coup par rapport au pitch, de ne pas peur du coup de pitcher parce qu'on peut avoir peur que quelqu'un pique notre idée. Mais en fait, non, parce que c'était le cas pour moi. Au début, j'avais très peur de parler de notre projet parce que ça me paraissait un truc très innovatif. Du coup, j'avais peur que si je le dis à quelqu'un, les gens vont dire que « Ok, c'est super idée, je vais le faire plus rapidement que toi. » Non. Du coup, quand on pitch, les gens donnent le feedback. On peut vraiment aiguiller, on peut ajuster notre idée et faire un projet même meilleur. Donc, pitcher sans avoir peur que quelqu'un va voler l'idée. Ok, très clair. Un grand merci à vous pour ces échanges. Est-ce qu'il y a dans la salle, il y a des questions tout au fond?
Je les ai vendus. Non, je plaisante. Mais j'y pense régulièrement. Alors, j'ai testé la colo, mais que l'année dernière. Donc, j'ai mis quand même beaucoup de temps parce que en réalité, j'ai ce problème de je me sens coupable de quand je les abandonne. En me disant, mais je les ai abandonnés et derrière, au bout de 5 minutes, je fais tout compte fait, c'est bien de les abandonner. Surtout quand vous en avez 4. Mais trêve de plaisanterie, en réalité, du moment où j'ai expliqué que j'avais des enfants, alors moi, dans mon bureau, et à mes bureaux, j'ai pu mettre un espace. Donc, dans mon bureau, j'ai un espace pour mes enfants avec un canapé, une télé, des jouets. Mes collaboratrices voient régulièrement passer mes enfants. Ils ont leur zone délimitée, un peu comme c'est un au sol, machin. T'as pas le droit de dépasser là. Ils ont le droit d'aller aux toilettes, mais c'est tout. Et il y a un espace dehors. Et sinon, je fais du télétravail sur les périodes-là. Et donc, je suis à la maison. Et de temps en temps, ils font papy-mamie. Mais c'est vraiment, je me suis organisée avec, ils viennent au bureau et moi, je fais du télétravail. J'ai fait une répartition comme ça. Et bizarrement, quand on explique aux clients qu'on a des... Alors moi, j'ai la chance d'avoir des... Tout au début, quand j'étais toute seule, je faisais ça. Maintenant, comme j'ai des collaborateurs, je dis, sur les vacances scolaires, tant de jours, je suis pas là, je répartis. Voilà, pour passer du temps rien qu'avec eux. Parce que même si je suis pas souvent là, moi je tiens à dire, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et je suis vraiment sur le qualitatif. Quand je suis avec les enfants, je suis qu'avec les enfants. Le téléphone est jeté dans un coin, je suis qu'avec eux. Et quand je suis au bureau, je fais des fois un peu des deux, mais avec les enfants, non. Le réalisme, c'est pas le ceinture bretelle, la protection. Donc évidemment, il faut pas mettre des chiffres hyper élevés pour mettre des chiffres hyper élevés, parce que là, on tombe dans l'extrême inverse et l'investisseur va se dire n'importe quoi, c'est pas justifié du tout, etc. Mais il y a un juste milieu. Et les femmes, alors les hommes peuvent avoir tendance à être trop dans l'extrême, mais bon, souvent ça reste très réaliste. Les femmes vont préférer présenter un scénario vraiment très le mot m'échappe, mais pessimiste, en se disant si jamais comme ça il y a un problème, je serai pas en dessous des chiffres que j'ai annoncés. Mais en fait, les chiffres que tu vas annoncer dans le pitch pour dans 4 ans, de toute façon, ce sera pas les mêmes, parce que l'entreprise aura changé de business model. Donc c'est plus un exercice. En fait, il faut vraiment prendre quand même le pitch comme un exercice, pas un jeu, mais presque, où il faut montrer qu'on est ambitieux. C'est clair, un investisseur ne va pas investir dans un entrepreneur qui n'est pas ambitieux ou qui ne présente pas son business comme ambitieux. Si tu es convaincu de ton business, si tu es convaincu que tu as une bonne idée pour apporter de la valeur aux consommateurs, il faut être hyper ambitieux parce que tu es convaincu qu'il faut ça aux consommateurs pour que le monde soit mieux. Donc de toute façon, si tu n'es pas ambitieux, c'est que tu n'es pas hyper convaincu de ton truc. Donc voilà. Tu vends du rêve. Sinon, ça ne marche pas. Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y a des qualités plus pour les femmes? C'est ça que les femmes en plus que les hommes dans l'entrepreneuriat? Bon, après, je trouve qu'il ne faut pas trop tomber dans la comparaison homme-femme, etc., parce qu'on tombe un peu dans des clichés et c'est dommage. Donc, je ne sais pas si j'ai très envie de tomber dans le cliché des émotions chez la femme, etc. Ouais, c'est pas forcément très. Si je peux compléter, des fois on dit la femme est plus bienveillante sur le management. C'est faux parce que c'est vraiment intrinsèque à la personne, femme ou homme. Je pense que là-dessus c'est propre à chacun. Il n'y a pas d'histoire de femme ou d'homme. C'est plus comment on le vit et comment on le fait plus que si on est une fille ou un garçon, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, j'y pense là comme ça, parce que tu parlais, Amandine, tout à l'heure des mentors, de bien s'entourer. C'est vrai que comme la femme a moins tendance à activer ses réseaux, ça va être plus dur pour elle, elle va moins oser demander de l'aide à quelqu'un, etc. Par exemple, dans un pitch, nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est comment l'entrepreneur, donc femme, a réussi à créer autour d'elle un réseau de mentors. Parce que si cette femme, elle a réussi et elle peut dire que elle a telle et telle personne hyper pertinente dans son secteur qui est mentor, c'est qu'elle a dépassé cette barrière de je n'ose pas aller chercher des mentors, et ça c'est très positif. Peut-être pour donner un exemple. Okay. Très clair. Est-ce qu'on a une autre question, madame? Alors, juste une seconde. Je propose qu'on continue la discussion, mais je vais juste laisser Amandine, qui doit nous quitter. En tout cas, merci de nous avoir... ne m'attend pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je suis pas à ses côtés pour qu'il m'attende. En tout cas, un grand merci de nous avoir rejoints. J'étais très ravie d'échanger avec toi sur cette table ronde. Merci beaucoup. Désolée. Et monsieur, je vous laisse la parole. Allez-y. Pardon, je suis désolée. Alors, je vais faire passer le micro. Tu peux le garder. Je vais faire passer celui-là. Ah bah oui. Tenez.
Oui, ça fonctionne? Oui. Oui, madame. Je peux vous apporter des éléments de réponse, parce que je suis investisseur depuis 7 ans dans des startups, et que ce que j'apporte, c'est déjà l'obligation d'être en équipe. OK? Il n'y a aucune... Avant, j'ai été aux États-Unis, il n'y a aucune société qui n'a fonctionné aux États-Unis sans cet écosystème qui est magique, qui est que très vite, ils arrivent à constituer un board. OK? Donc ça, parce que tout le monde parle toujours de l'écosystème financier, mais il y a l'écosystème de la gouvernance. Aux États-Unis, vous avez une idée. Là, j'ai un exemple du fils d'un ami. Il vient de lever 350 millions de dollars. La boîte a 11 mois. 11 mois d'existence. Mais il a suivi exactement les recommandations de la gouvernance, à savoir, j'ai un board, je vais m'entourer très très vite des meilleurs. Donc, il constitue sur le plan opérationnel une équipe. Lui, il est Chief Executive Officer. Il a tout de suite coopté un Chief Operating Officer, un Chief Technology Officer. Et donc, les investisseurs, ils arrivent, ils se disent, le moteur est là. Parce que le moteur, c'est les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. Ce n'est pas l'idée. Les idées, tout le monde en a. Enfin, moi, je vois 100 pitchs par semaine. Des idées, on en a trop, à la limite. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, pour accélérer en France, je pense, avec les femmes ou les hommes, c'est d'arriver à embrayer sur le fait que c'est des équipes qu'il faut. Parce que déjà, quand vous êtes pointé en équipe, vous êtes sûr d'une chose, c'est que la personne peut partager. Parce qu'en France, il y a quand même un problème de partage du capital. Okay ? Pourquoi les PME françaises sont 10 fois plus petites que les PME allemandes? C'est que les entrepreneurs français veulent contrôler les fameux 51%. Ça handicape les sociétés. C'est incroyable. Et ça, c'est un problème culturel qui vient de très très loin. Mais on s'aperçoit qu'en Europe, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne, vous avez un écosystème où ce problème du contrôle capitalistique, il n'est pas posé. Les gens ont confiance en eux. Ok. Si après ma série A, je n'ai plus que 40%, j'ai confiance en moi. Vous savez que les grosses startups qui ont fonctionné en France, les fondateurs ne contrôlent plus le capital. Parce qu'ils sont rentrés dans cette logique-là. Donc la première étape il faut vous trouver des partenaires. Et pas des partenaires fake, c'est vraiment des gens avec qui vous allez partager, qui vont vous challenger. OK ? Et vous allez voir, ça va fonctionner parce que moi, il y a un autre élément que je retiens des succès aux États-Unis là, récents, c'est que c'est plus des gamins. OK ? Moi, je suis surpris de l'âge. Il y a de plus en plus de cheveux blancs dans les nouveaux succès qu'il y a aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la nouvelle économie, elle est rattrapée par l'ancienne économie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quantité d'argent qui aurait pu être économisé si on avait eu des gouvernances et des méthodes de management, j'allais dire, à l'ancienne. Et donc, par rapport à ça, vous avez le bon profil. En plus, vous êtes chopé la crise russe. Les gens vont adorer. OK ? Parce que moi, j'investis essentiellement avec des gens qui ont eu des échecs. Parce qu'on ne sait jamais pourquoi on réussit. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on y a eu des échecs, on sait que ça peut arriver. Et donc, en matière de management, ça vous donne un côté paranoïaque qui permet à l'entreprise de survivre avec ses équipes. Merci beaucoup. Mais si vous ne trouvez pas un cofondateur maintenant, absolument, etc., s'entourer, il y a plein d'autres manières. Ça peut être d'abord quelqu'un avec qui vous commencez à travailler et ensuite, dans un deuxième temps. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter absolument et passer 100% du temps à chercher un cofondateur parce que c'est hyper frustrant. Ce n'est pas comme ça que ça arrive. C'est en cheminant, en rencontrant, en faisant aussi que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Donc, mais c'est très difficile. Lever la main et dire qui veut s'associer avec moi, c'est hyper compliqué. Donc, ça prend du temps, etc. Et donc là, la situation, c'est je ne peux pas lever de fonds si je n'ai pas de cofondateur, je ne trouve pas de cofondateur, donc je ne lève pas de fonds. Donc voilà, c'est hyper difficile comme situation. Donc oui, il faut s'entourer, il faut créer l'équipe. Et c'est là-dessus, l'investisseur, il a besoin de savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la femme en particulier a réussi à vraiment, vraiment s'entourer de façon très solide. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas du tout aller voir d'investisseurs si vous êtes la seule fondatrice parce que vous avez autour cet écosystème. Ça peut aussi enclencher la machine, attirer des cofondateurs dans un deuxième temps, etc. Violetta, vous la complétez? Vas-y. Oui, j'aimerais juste rajouter un petit truc, c'est que ce qu'on entend toujours à Session F, c'est qu'avoir un advisory board
important, ça peut jouer sur le levée de fonds. C'est-à-dire que même si on est juste un seul fondateur, si on a des gens qui ont déjà eu des business qui peuvent juste nous accompagner, dans quelque sorte, donner un conseil, juste on sait que quelqu'un, c'est un peu comme les mentors, comme advisor qui peut juste nous aider sur un conseil très ponctuellement. C'est quelque chose qui joue beaucoup aujourd'hui. Je pense que ça peut être, oui, aussi une solution s'il n'est pas un cofondateur, mais avoir un bon advisory board. Ok, très clair. Est-ce qu'on a une dernière question? Madame, allez-y. J'avais des questions plutôt... Du coup, pour advisory board, très souvent, c'est juste, par exemple, les gens peut-être que vous connaissez, quand vous faites le networking, vous rencontrez les gens, vous demandez quelqu'un, est-ce que tu veux me suivre, tu veux m'aider avec ça? Très souvent, ça peut être, après, avec une levée, être accompagné avec une part d'entreprise. Ça dépend des advisors. De temps en temps, ils demandent 1%. De temps en temps, ça dépend à quel point ils sont impliqués dans le projet. Mais sinon, ça peut être juste les gens qui donnent de temps en temps des conseils et qui on n'a pas peur d'aller parler et dire j'ai besoin de prendre une décision stratégique. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ou est-ce que je sais que tu as un bon réseau logistique. Est-ce que tu peux m'aider à me donner un conseil? Comment je peux mettre en place ça? Mais c'est juste... c'est plus les gens qu'on connaît s'entourer. C'est pas en termes de ne pas forcément les faire entrer dans la société. Pas formel. Oui. Par contre, vous dites quelque chose de créer une véritable société ou des salariés? Aucun problème. Ce que je vous propose, c'est qu'on est un peu pris par le temps. Je vous propose, ceux qui veulent continuer d'échanger, on a un petit espace de networking juste là, où vous êtes vraiment invités à pouvoir prendre le temps de poser les dernières questions. En tout cas, moi, j'étais ravie d'avoir cet échange cet après-midi avec vous. En tout cas, s'il y a une chose que j'ai envie qu'on retienne, c'est qu'en tout cas, les femmes avaient tout intérêt à se lancer. On a beaucoup parlé de la force du réseau, mais en fait, on a souvent tendance à se dire, en fait, j'ai pas de réseau, mais votre réseau, il commence déjà dès cet après-midi. Le fait de prendre un peu de temps pour aller voir quelqu'un, à lui demander, en fait, j'ai bien aimé ton intervention, est-ce que tu peux me suivre sur LinkedIn, est-ce que ponctuellement, est-ce qu'un jour on pourrait prendre un café? Je pense qu'on sait maintenant qu'il y a un investisseur, donc je pense qu'il sera ravi de savoir qu'il y a des gens peut-être qui vont vous lui proposer, en fait, vous savez, j'ai des questions, 2-3 choses qui sont pas claires, est-ce que vous aurez un peu de temps pour répondre à mes questions? Est-ce qu'on peut faire un Zoom un mardi soir à 18h quand tout le monde a un peu de temps? Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la réussite, et ça aussi, c'est notre responsabilité à activer un peu ces leviers pour pouvoir prendre notre place dans ce vaste champ qui est l'entrepreneuriat.